s'asseoir. Hein. Oh bah je On m'assieds sera alors. mieux assis. Hein. Allez, je m'assieds. C'est bien ici. Alors attendez, je sors mes petites notes moi aussi. Désolé. Ça fait cossu. J'ai une Très tête de confortable. cossu, c'est formidable. Je pense qu'on est beaucoup mieux assis que vous. Ouais. Ouais. Monsieur Chardot, Monsieur Deschenaux. donnez chaud. Denis Chou, pardon. Bonsoir. Monsieur Nicolas. Alors, plongé dès l'enfance dans une multitude d'univers fantastiques par l'entremise d'un grand-père fantasque, lui-même grand admirateur de Lovecraft, vous êtes au début des années 90 l'un des tout premiers scénaristes du jeu vidéo, à une époque où le métier de scénariste du jeu vidéo n'est pas encore véritablement défini. À une époque où on considère, et j'aime bien la rappeler, que par exemple John Carmack, qui est le co-créateur de Doom, un jeu que vous devez tous connaître, disait que le scénario dans un jeu vidéo, c'est comme le scénario dans un film porno. Il peut y en avoir un, mais c'est quand même pas le principal. Les dialogues des films porno sont bien en général. C'est vrai que l'histoire est faible, mais les dialogues des films porno sont bien en général. Ouais, c'est vrai. C'est ça le problème. C'est vraiment le problème. Est-ce que regardez les dialogues d'un film porno? Ouais, non, si. Le livreur de pizza, par exemple, c'est un truc. Non, mais si, c'est dur à faire. Vous trouvez votre vocation, scénariste interactif. Oh. Vous participez à la création, donc, Guillaume l'a rappelé, de l'un des plus grands titres fondateurs du jeu d'horreur moderne, Alone in the Dark, et vous mettez en scène quelques-unes des grandes adaptations du jeu de rôle Chaosium Call of Cthulhu, avec Shadow of the Comet et Prisoner of Ice. Vous participez de près ou de loin à plus de 30 œuvres vidéoludiques, Les Secrets du Templier, Une Nuit en Enfer, The Devil Inside, Voodoo Kid, lui aussi, Faust, Nancy Drew et le mortel secret de Old World. Ça, c'était pour manger. Voilà, ça, il va falloir qu'on en parle. C'était pour manger, c'était pour ça. Vous écrivez, vous avez écrit Nancy des Drew, scénarios Nancy Drew, c'est une bande de nanas qui font du cheval, si vous voulez. Et qui sont jeunes, qui se maquillent et tout, qui se font des niches et qui se piquent les serviettes dans les vestiaires, etc. Donc, si vous voulez, c'est un peu loin de moi. Non, mais je vous le dis comme ça, parce que je ne voudrais pas que vous croyiez que je suis ce genre d'homme. Et c'était vraiment parce que j'avais faim, quoi. Donc, voilà. Mais c'est intéressant à faire, hein. Bien sûr. Vous scénarisez des bandes dessinées, des longs métrages. Non, un long métrage, c'est. Il est raté. Beaucoup plus. Il est raté, c'est très mauvais. N'allez pas le voir, je vous promets, ça ne vaut rien du tout. Non, c'est horrible. On le projettera l'année prochaine. Ça remplace la peine de mort. Et vous enseignez à l'École supérieure d'études cinématographiques de Lyon. Ouais, c'est vrai. Monsieur Chardot, c'est un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui pour initier ce cycle de conférences autour de Lovecraft et du jeu vidéo. Et je vous propose, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas vos différents travaux sur le jeu vidéo, je vous propose de commencer par une petite vidéo. Et c'est parti. Alors, juste une précision, donc, la musique, elle a été écrite spécialement pour cette occasion par Philippe Vacher, qui est donc le compositeur de Alone in the Dark. Ouais.
C'est pas fini, j'ai rajouté une de mes scènes préférées. Juste là. Non, il n'a pas cessé de délirer depuis que nous l'avons récupéré, lieutenant. Où en est l'alerte rouge? L'alerte est maintenue. Mais nous n'avons plus affaire à un ennemi en tête. Le commandant de démence. Mais je monte au poste de pilotage. Allez-y. Escorte le gâteau sur le feu. Et voilà, un petit éventail de l'incursion, de ses premiers pas dans le monde vidéoludique de Call of Duty. Avant de commencer de parler jeux vidéo, est-ce que c'est possible de nous raconter comment vous avez connu Lovecraft en fait? Comment ça vous est venu? Oh, bah, c'est parce que quand j'ai été élevé par mes grands-parents, j'avais un grand-père qui écrivait aussi de la poésie, bien qu'en même temps il était agent immobilier, mais il n'était pas très bon agent immobilier, puis je pas non plus un grand poète, mais il aimait beaucoup lire. Et moi je lisais les livres qu'il lisait, où il m'expliquait des choses, et un jour je tombe par hasard sur La couleur tombée du ciel. Et je prends le livre et je lui montre ce que c'est. Il me dit, mais c'est pas de la poésie, ça, parce que mais je l'ai acheté parce que je croyais, à cause du titre. Il me dit, c'est très très différent et je suis pas sûr que ce soit de ton âge. Je sais pas, j'avais 11, 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Et bon, bah, mais bon, tu verras bien. Et donc, ben, j'ai ouvert et puis voilà, j'ai découvert le premier. C'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi parce que c'est un sacré recueil. Chez De Noël, vous savez, avec l'espèce de rond, enfin de soucoupe un peu dessus, là. Il y a, c'est un bouquin dans lequel il n'y a rien pour s'accrocher. Une fois qu'on a terminé, on est persuadé que ce qu'on a lu est vrai. C'est un tour de force quand même d'arriver à faire un truc pareil et d'arriver à nous faire croire à une mythologie qui régit le monde par rapport à des gens qui ne savent pas l'exprimer et qui n'ont pas les mots pour le dire. Donc c'est quand même particulier. Enfin, à l'époque, je n'avais pas cette réflexion-là. Hein. J'étais simplement juste scotché. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire ça. Même ma grand-mère, ça, ça, ça l'inquiétait parce que je dormais mal. Ça file des cauchemars quand même. Et puis, ben voilà, quoi, ça a été ça. Et puis après, j'ai continué. Et puis au lycée, j'ai rencontré des copains. Comme à cet âge-là, on se fait une famille. Et là, j'étais revenu à Lyon. Mes grands-parents habitaient Aix-les-Bains. Puis après, j'étais mis à Lyon. Alors, c'est un peu compliqué. Mais j'avais des copains de lycée qui aimaient aussi ce genre de littérature. Et donc, du coup, on était une sorte de club. Et en fait, on faisait la course entre nous. C'est-à-dire, c'est qui avait lu le truc que l'autre n'avait pas lu, quoi. Et donc, du coup, c'était hyper motivant parce que il y a quand même pas mal de nouvelles et de romans qui ont été écrits. C'était une époque où il y avait Druyet qui était déjà dans le coup là-dessus. Et c'est vrai que Lon Sloan, par exemple, il y a des, pardon, il y a des épisodes qui font réellement penser à ça. Enfin, en tout cas, il y a une forte connexion entre ce que Druyet dessinait dans Pilote et Lovecraft. Au niveau cinéma, il n'y avait pas grand-chose. Moi, je sais que j'avais bataillé pour voir Dunwich Horror, le Roger Corman. Mais, je ne sais pas, 2, 3 ans après, il y avait Alien, quoi. Alien, quelque part. Enfin, ça m'a fait penser vraiment à ça. Moi, je trouve que c'est un film Lovecraftien, quelque part, parce qu'il y a quelque chose qui vraiment est de cet ordre-là. Et ensuite, après, on est parti, enfin, on est parti avec ma mère à New York, et parce que mon père s'était barré de la maison, et donc ça allait mal. Et en fait, on avait un peu de sous, donc on a fait ça. Histoire de se changer les idées, puis de repartir du bon pied. J'avais obtenu qu'on passe une journée à Providence.
Et donc, j'ai été visiter les lieux du culte, en fait. Et puis, j'ai été à la bibliothèque, j'ai laissé des bouquins là-bas, et j'étais bien accueilli. Hein. Les bibliothécaires américains, ils sont sympas, et ils font des sourires. Ah, vous êtes français, quelle merveille. Oh, c'est merveilleux des bouquins français, on va les garder précieusement, comme si c'était du livre de poche. Hein. Dagon, je sais pas quoi, Angélus. Et il m'avait donné accès aux lettres de Lovecraft qui sont en sous-sol. Ils ont une partie de la correspondance, ou toute la correspondance, je ne sais pas, mais photocopiée, mais c'est une pièce entière de dossier, quoi. Et c'est classé par année, par semaine, par jour. C'est là qu'on s'aperçoit que ce type avait une puissance d'écriture, mais qui est complètement incroyable. Enfin, même quelqu'un qui fait des SMS toute la journée n'arrive pas à écrire autant. Enfin, c'est pas possible. Et elle me dit, vous voulez quoi? Alors, j'ai dit au hasard une année avec des jours, et puis elle m'a fait des photocopies. Je suis rentré à Lyon avec ça sous le bras. J'avais vu quelque chose de, enfin, plus grand que moi, quoi. Parce que, je sais pas, c'est quelque chose ça m'a bouleversé. Et puis après, derrière, j'ai découvert, enfin un peu plus tard, qu'il y avait des écrivains sérieux qui s'étaient intéressés à Lovecraft et qui en disaient du bien, des gens comme Borges. Alors que l'ensemble de la classe littéraire française, par exemple, n'en parlait même pas. C'est pas considéré comme étant un écrivain. Voilà, c'est de la paralittérature et encore, un peu comme le roman noir à cette époque-là. Et donc, du coup, d'avoir des gens comme Borges qui disent mais c'est bien, Lovecraft, c'est formidable, et puis il faut, comme Stevenson, etc., L'île au trésor, c'est un grand livre, ce genre de choses, bah, ça fait du bien, quoi. On se sent un peu moins seul, en meilleure compagnie, puis on se dit qu'on n'a pas tort. Moi, je suis d'une génération, je suis de 57, où il y avait encore la littérature classique qui était vraiment sur un piédestal. C'est pas qu'elle est mauvaise, ça n'a rien à voir avec ça. Et que l'écriture est une affaire d'idées, de style et d'élégance quelquefois, mais qui n'a rien à voir avec le genre. Et pour le cinéma, c'est un peu la même chose. C'est vrai que bon, d'aimer des films noirs ou d'aimer des films fantastiques, c'est pas terrible, quoi. Et pourtant, je suis désolé, quand on lit des bouquins, quand on va au cinoche, quand on joue à des jeux vidéo, c'est pour bien ressentir des émotions. C'est pas pour faire marcher l'intelligence, sinon ça se saurait. Voilà, on a envie d'être touché par des gens qu'on connaît pas, parce que ça fait vibrer en nous des cordes émotionnelles qui habituellement ne vibrent pas. Ça nous propose des modèles de situations qu'on ne connaissait pas et on voit comment d'autres réagissent par rapport à ça, et ça nous donne des valeurs et aussi des connaissances humaines qui sont extrêmement importantes. Pas passer son temps à courir derrière les gens pour leur demander ce qu'ils ont dans la tête. La littérature, le cinéma nous permet ça, et le cinéma fantastique aussi, la science-fiction aussi, et le polar aussi. Donc voilà, quoi, c'est un peu arrivé comme ça. Pour le jeu vidéo, si vous voulez, moi j'ai travaillé, fait pas mal de choses avant, et surtout, à un moment donné, j'étais un peu journaliste pour des gratuits notamment, et donc ça impliquait d'écrire vite, sinon d'écrire bien, et de tenir des délais, et de pisser de la copie en quelque sorte. Hein. Du coup, on apprend à écrire. C'est pas formidable, mais on apprend à être efficace. Parce que voilà, il faut expliquer en peu de lignes des trucs. Et à un moment donné, après je travaillais dans le cinéma, mais en exploitation, en distribution, j'ai perdu mon travail parce que la Fox avait décidé de fermer des agences. Et j'ai un copain qui travaillait chez Warner, qui connaissait Bonnel, et qui me dit, Bruno Bonnel. Bonnel, qui dirigeait Infogrames à l'époque, et qui me dit, Bruno Bonnel cherche un scénariste pour écrire des jeux vidéo. J'ai jamais fait ça de ma vie, hein, puisque je ne jouais pas aux jeux vidéo, je suis pas gamer. Et il me dit, toi, tu devrais y aller parce que je pense que ça t'intéresserait, je pense que tu serais bien là-dedans. Bon. Et il a fait passer un CV pour moi. J'ai eu un rendez-vous. Alors, je suis venu avec mon costume, ma cravate, mon attaché-caisse, hein, tout, hein, rasé, comme ce soir un peu. Et j'ai attendu 1 heure, comme d'habitude, avec Bruno. Et puis finalement, je l'ai rencontré. On a parlé pendant 1 heure de tout, sauf de jeux vidéo, sauf de scénario aussi d'ailleurs. Hein. On a parlé de musique, de cinéma, etc. On s'est découvert des goûts en commun, et c'était très agréable, parce que Bruno Bonnel sait être très agréable aussi. Et à la fin, il me dit, j'ai un truc, voilà, j'ai essayé avec Chaosium, c'est une boîte de jeux de rôle qui fait du Lovecraft, et on a besoin de monter 3 jeux, et j'ai besoin de quelqu'un pour les écrire. Est-ce que ça vous intéresse? C'est formidable, moi, je lui raconte ce que je viens de vous raconter.
Et je lui dis, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, bah, faut aller voir l'équipe là-haut, il était à l'étage supérieur, donc je suis monté à l'étage supérieur avec ma mallette, ma cravate et mes joues immaculées. Je tape à la porte, on m'ouvre, un type avec une casquette, en short, avec un t-shirt, avec des lunettes noires, Michel Royer, un programmeur, c'est vous dire. C'est quoi? Je dis, ben, je viens de la part de Bonnel. Il fait, comme ça, et puis il s'en va. Puis la porte reste ouverte. Je dis, je vais rentrer, on verra bien. Je vous jure que c'est vrai. Et je suis rentré, puis là, j'ai vu, c'était génial. Je vois des mecs plus jeunes que moi, avec des t-shirts, qui écoutaient du AC/DC à fond, avec des figurines, des posters au mur, des ordinateurs dans tous les coins, des gens qui fumaient en travaillant, enfin la totale, des bouteilles de coca, des parts de pizza, la dinguerie quoi. Moi je sortais de la Fox, on faisait des congrès avec les exploitants, vous savez, avec une cravate, un machin, le grand truc c'est combien t'as fait d'entrée, puis qui couche avec qui quoi, vous voyez, une vie intellectuelle très poussée. Et là d'un seul coup c'était génial, c'est ouais, Hollywood, et à côté de chez moi en plus. Et ils me demandent ce que je viens faire là, je leur explique, ah c'est super, on a besoin de quelqu'un, ça tombe bien parce qu'on est déjà un peu en retard. Alors voilà, je lui dis, mais ça marche comment votre jeu? Il me dit, voilà, on a fait un jeu qui s'appelle Eternam, c'est un jeu d'aventure. En fait, c'est un mec qui se balade et qui va rencontrer des gens, alors il peut leur poser des questions, alors c'est des QCM, alors il peut poser plusieurs questions, il y aura plusieurs réponses, mais il y a finalement un ou deux chemins qui sont bons pour savoir ce qu'on a envie de savoir. Et puis, il faut aussi trouver des indices et savoir les utiliser au bon endroit et au bon moment. En gros, c'est trouver la bonne clé qui rentre dans la bonne serrure pour avoir la bonne porte. Et en fait, on passe de décor en décor comme ça. Et puis voilà. Et je dis, on écrit ça comment? Mais il dit, on n'en sait rien parce qu'on vient de faire un jeu, mais on l'a pas écrit parce qu'on l'a imaginé au fur et à mesure. C'est Eternam. Je dis, bon. Alors, je redescends, puis je réfléchis en descendant l'escalier, puis je vais voir Bono, je dis, bon, je pense que j'ai une idée, je suis pas sûr qu'elle soit bonne, mais je vous propose un synopsis, et fin de semaine. Et puis je rentre à la maison avec l'indemnité que j'avais eue de la Fox, j'avais acheté une machine à écrire électronique, Olivetti, vous savez, un truc avec une boule, et puis un correcteur, un ruban correcteur, j'étais fier comme Artaban, avant j'étais sur l'underwood de mon grand-père, donc d'un seul coup j'avais franchi une classe sociale énorme. Et donc je me suis mis à écrire et je me suis dit comment est-ce qu'on peut faire? Ça n'existe pas, il n'y a pas de scénario, donc il faut trouver une solution. Et je me suis dit, puisqu'on passe de tableau en tableau, en quelque sorte, de décor en décor, on va faire comme au cinéma. Le cinéma, en fait, on numérote des séquences, c'est le jour ou la nuit, et c'est dans un décor particulier, dans ce décor, il se passe quelque chose. Alors, il peut se passer quelque chose qui boucle complètement l'énigme posée dès le départ, mais il peut y avoir aussi des éléments à l'intérieur de cette première séquence qui débouchent sur quelque chose qui va dans la seconde, et puis qui va avoir une conséquence dans la troisième séquence. Donc, je vais garder le découpage du cinéma, quelque part. Ça, je sais faire, parce que j'avais appris tout seul à écrire des scénarios, parce que je voulais faire ça au début, je voulais être scénariste de cinéma, mais mes parents n'avaient pas d'argent pour me payer une école de cinéma, alors j'écrivais des scénarios dans mon coin, puis je les envoyais à Paris dans une enveloppe avec mon adresse, en disant c'est tellement bien, je suis tellement formidable, qu'il y a quelqu'un qui va me téléphoner pour me proposer de l'argent. Steven Spielberg, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, un truc comme ça, ouais. Sauf qu'il est à Paris, comme ça, il aurait vu, tiens, Hubert Chardot, c'est quoi cette histoire? Il a ouvert l'enveloppe, et puis d'un seul coup, il découvre le Graal. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça m'a permis d'apprendre à écrire comme ça, en fait. C'est-à-dire formater d'une manière professionnelle un récit. D'accord? Et en même temps, bon, c'est interactif, mais c'est pas grave. On va écrire en how to win. Comment est-ce qu'on gagne? Ok? Donc, on écrit une narration, comme un truc, et c'est là que je découvre, en fait, qu'après, quand je le ramène, finalement, ça les aide vachement parce qu'ils savent où ils doivent aller. Et après, on va écrire ensemble les chemins de traverse et puis les dead ends, les trucs qui ne fonctionnent pas. Comme ça, eux aussi peuvent s'exprimer sur le truc. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire, puis d'autres qu'on ne peut pas faire. Mais on va les corriger au fur et à mesure. Et en fait, je pensais devoir mettre 7-8 jours à écrire un synopsis solide, avec derrière le scénario tel que je l'avais pensé. Alors j'ai commencé juste par écrire l'histoire d'un bout à l'autre,
Ma femme m'a dit, envoie pas tout parce qu'ils vont peut-être pas te payer, garde la fin. Donc j'ai gardé les 4 dernières pages. Mais en fait, au bout de 2 jours, c'était torché largement. Et donc j'amène ça, et puis il se trouve que les gens aiment bien. Et du coup, après, ils me disent, mais comment est-ce qu'on va écrire ça? C'est comme ça qu'après, j'ai débouché sur l'idée du scénario. On se sert de... Puisque ça marche pour le cinéma, Hollywood s'est développé là-dessus, on n'est pas plus con que les autres. Il n'y a qu'à faire la même chose. Et en même temps, c'est là qu'on découvre un truc important au niveau du jeu vidéo, c'est que, en fait, un jeu vidéo, en fait, il n'a pas besoin d'une bonne histoire. Un film, oui. Mais en revanche, il y a un truc qui est certain, c'est que un bon jeu vidéo doit avoir un bon univers. Et par rapport à ça, Lovecraft, c'est imbattable. C'est un mec qui sait créer des univers. Il sait nous y faire croire. Et ça n'a pas de prix. C'est du pétrole. Le pétrole d'un scénariste, en fait, rationnel, normal, de cinéma, c'est les personnages. C'est pour ça qu'on prend du Simenon. Les histoires de Simenon ne sont pas si intéressantes que ça en tant qu'histoire, mais les personnages sont formidables. Et du coup, ça donne l'élan. Par contre, le jeu vidéo, c'est l'univers. Bien sûr que les personnages font partie de l'univers, mais c'est l'univers. Et c'est un univers d'une telle intelligence, d'une telle complexité, d'une telle profondeur, qui atteint quand même à des moments donnés les sommets métaphysiques, puisque les gens qui sont confrontés à cet univers-là n'ont même pas les mots pour exprimer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont vu. Donc c'est un écrivain qui n'a pas les mots. Donc du coup, ça a une force incroyable, parce qu'on n'est pas obligé de montrer, puisque lui n'est pas obligé de l'écrire. Je me souviens que Oulala, dans oulala, une interview- oulala, Tout va bien. oh vain Dieu, oulala. On est tombé dans la philosophie. Dans une interview que vous aviez donnée en 2013. Non, là, qu'est-ce que je raconte n'importe quoi en général. Même ce Oui. soir, je raconte n'importe quoi. Incroyable. C'est pour ça que je vais repréciser. J'ai Mais si l'histoire ça belge arrive. après, vous allez voir. Donc c'était une interview à Saint-Malo où vous disiez que Lovecraft, c'était probablement ce qui avait été plus facile à adapter, parce que c'était du complotisme. J'ai dit ça. On assume ça ou pas? Ça m'étonnerait vraiment. On n'assume pas. Ça m'étonnerait vraiment parce que moi, je sais que la nuit, j'invoque les maigres bêtes et c'est quelque chose Tout est qui vrai, en existe. fait. C'est quelque chose qui existe. Non, mais on peut y croire. Comment dire, sans pour autant être un illuminé ou un halluciné, on peut y croire. Hein, on peut y croire. La base de ça, quand même, c'est la magie. La sorcellerie, presque. La sorcellerie, c'est quoi? C'est de pouvoir agir sur le microcosme d'une manière très, très ponctuelle et partielle. Et ce qu'on a lancé là, sur une toute petite surface, va englober le monde entier. C'est ça, la sorcellerie. C'est le microcosme sur le macrocosme. C'est si on a les pierres qui sont bien alignées et qu'on connaît la formule, on peut changer le monde. C'est formidable. Donc du coup, ça, c'est quelque chose qui est ancré dans les gens. On peut agir sur les autres, on peut agir sur le temps, on peut agir sur son propre devenir, et on peut même à la limite devenir immortel, mais il suffit de décrypter ce qui se passe derrière les choses, parce que ce qui nous est proposé en tant que monde n'est pas une réalité réelle, mais une réalité plaquée sur quelque chose de beaucoup plus profond, et si on arrive à passer de l'autre côté du miroir, à ce moment-là, on va découvrir la vérité, et à ce moment-là, on sera peut-être prêt à servir, ou au contraire à combattre ça. C'est pour ça, par exemple, dans Shadow, au premier, il y a un truc qui est sûr, c'est que je me suis dit, on va faire comme un film noir. Il y a la ville le jour, et la ville le jour, elle est normale. Alors, il y a des trucs un peu bizarres des fois, mais c'est normal. Il y a la jeune femme en amourée, il y a le maire qui a un gros pépère, un peu trouillard, il y a le bibliothécaire qui nous dit des trucs comme ça, mais sans trop insister. Et puis quand la nuit tombe, c'est autre chose. C'est un autre endroit. On change de dimension. Mais comme dans la vraie vie, hein, les gens la nuit ne sont pas les mêmes que le jour. C'est évident. Il suffit de fréquenter les bars le soir, c'est démentiel. Et du coup, ça fonctionne. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut trouver dans les scénarios qu'on raconte des choses qui, humainement, soient vérifiables par les gens qui jouent, les gens qui regardent, les gens qui lisent, pour que ça puisse les toucher. Quand on joue à un jeu vidéo avec une histoire, hein, ou quand on regarde un film, ou quand on lit un bouquin, un roman, en fait, on cherche à rencontrer l'autre. Et il faut qu'on ait des points de connexion avec lui pour que ça puisse marcher. Sinon, ça ne marche pas. S'il est trop loin de nous, on ne peut pas le comprendre. Donc, on ne peut pas ressentir ce qu'il ressent. C'est pour ça que les gens de chez Lovecraft sont des pauvres hommes, même intelligents. Ils sont écrasés par le poids de la révélation.
comme nous le serions par rapport à une révélation pareille. Nous non plus n'avons pas les mots pour traduire ça, ni même pour traduire les émotions qu'on a ressenties à ce moment-là. C'est une horreur et une stupéfaction tellement profonde qui nous ramène à des racines presque psychanalytiques, génétiques, qui génétiquement sont enfouies en nous, parce que des générations avant nous ont connu ça, on ne peut pas le dire. Vous voyez ? C'est ça le truc, quelque part. Alors pour Enfin, resituer un petit peu, donc on est donc effectivement le premier jeu Call of Toulouse qui a profité de la licence Ouais. qui avait été négociée avec Chaosium par Bruno Bonnel en 93, c'est Shadow of the Comet. Il faut savoir que quand vous arrivez en 92 ouais, chez Infogrames, Infogrames c'est finalement une petite structure. ouais, On est encore à une époque où les jeux vidéo sont développés assez rapidement. D'ailleurs, notamment chez Infogrames, où avant les années 90, ce sont des jeux qui sont faits très très rapidement. ouais. Généralement, il y a deux choses, si j'ai bien compris, chez Bruno Bonnel qui qualifient un bon jeu. C'est le fait que ce soit fait rapidement Ouais. et le fait qu'il y ait une jolie boîte avec une franchise. C'est mieux. Tintin, Bob Moran, C'est mieux. les Schtroumpfs. Non, mais ça se vend. Mais alors, certes, voilà. Donc du coup, il part négocier, la licence avec Chaosium. Il signe pour 3 jeux. Le développement de Shadow of the Comet, on peut en parler un petit peu? Le développement, enfin, la manière dont ça s'est passé et comment vous avez été intégré à l'équipe. Oui, non, Shadow, c'est aussi une petite équipe. Il y a 6-7 personnes, pas plus. Et en fait, on a mis 9 mois à le faire. Et c'est bien. Il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est vrai. Les gens ne sont pas très bien payés, c'est un fait. Le matériel qu'on utilise n'est pas terrible non plus. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses merveilleuses à en dire à ce niveau-là. La vérité vraie, c'est que justement, ce genre de choses donne de la cohésion. Quand tu as trop de moyens, quand les gens quand une équipe est trop fat et que le pognon coule, ça donne rien. Ça devient n'importe quoi. Là, on était obligé d'être sur le beefsteak. Pourquoi ? Parce que on savait que, comme ça avait commencé, on allait rater Noël. Noël, pour l'avoir à l'époque, il fallait que les boîtes soient prêtes et à la FNAC, en rayon, juste avant le Beaujolais nouveau, en novembre. Vous voyez, à peu près maintenant. Parce que sinon, après, elle ne rentre plus. Donc, on ne fait pas Noël. Donc, on perd une grosse partie quand même du chiffre d'affaires. Le truc, c'était Alone. Et à l'époque, Alone était considéré comme le premier Call of Toulouse. Parce que justement, on n'avait pas encore commencé le travail sur Shadow. Mais Shadow, on n'allait pas être à l'heure. Mais c'est pas grave. On ne pouvait pas faire plus vite. Voilà, il fallait un minimum. Non seulement parce que l'environnement le méritait, mais parce qu'il y avait Chaosium aussi. C'est-à-dire, le fait de faire une licence, si vous voulez, est sûrement intéressant au niveau de vendre la boîte parce qu'il y a un logo dessus. La vérité vraie, c'est qu'en réalité, vous avez aussi un partenaire nouveau qui n'est pas dans l'équipe, hein, qui est en dehors, et qui peut, à un moment donné, dire « mais ça ne rentre pas du tout dans la logique du truc, il faut changer ici, il faut changer là, etc. etc. » Enfin bref, des choses et des machins. Et l'idée de... Pardon. Le fait de Chaosium, de travailler avec Chaosium, moi j'avais je connaissais les jeux de rôle, je n'avais pas joué, mais je connaissais assez bien. L'idée, c'était vraiment d'être très très fidèle à Lovecraft. C'est-à-dire de dire, moi j'ai toujours dit un truc, je m'y suis tenu, c'est je veux que les gens qui jouent à ça aient envie de lire Lovecraft derrière, ou que ceux qui connaissent ne soient pas dépaysés. C'est réussi. Hein. Voilà. Je pense que c'est la moindre des choses. Parce que c'est un auteur important, et parce que ça le mérite. Il y a d'autres auteurs, c'est peut-être moins évident, et puis c'est vrai qu'il y en a d'autres avec qui on a peut-être plus de facilité justement à prendre du champ autour de ce qu'ils ont fait, parce que il faut quand même bien arriver à sortir quelque chose. Là, c'était quand même de garder vraiment ça en tête. Les héros sont comment dire, des gens qui réagissent. Ils croient agir, mais en fait, ils réagissent à des trucs qui les dépassent. Et ils ne peuvent pas lutter, donc ça ne peut pas être de l'action, quoi. C'est comme ça qu'après, derrière, Alone est sorti de la lunette de tir de Chaosium, parce que, évidemment, c'est pas du tout Lovecraftien, c'est un type qui se pointe avec des fusils à pompe et qui tue des zombies en Louisiane, dans une plantation où il y avait des esclaves. C'est pas très très Lovecraftien, donc voilà, donc du coup, c'est sorti du champ de Chaosium.
Mais Shadow et Prisoner, oui, c'était l'idée, quoi. C'est de dire, oui, c'est du Lovecraft, c'est vraiment ça. Il n'aurait pas pu l'écrire, c'est évident, parce que c'est pas si bon que ça, mais on retrouve quelque chose de ce qu'il a fait dedans. Ouais, Il n'y a pas à en rougir, quoi, vous voyez ce que je veux dire? pour rappel, Shadow of the Comet, c'est donc un jeu d'aventure traditionnel, on va dire, mais quand même avec un cycle jour-nuit. Ouais, effectivement. c'est que le journaliste, c'est un Euh, journaliste qui doit photographier la comète de Halley dans une forêt profonde, en périphérie d'un bled, un peu, voilà, où il y a un truc qui rôde. Et il y a un endroit dans cette forêt où il y a des pierres qui sont dressées et où, visiblement, on voit le ciel un peu d'une manière assez particulière et les choses nous apparaissent beaucoup plus proches qu'elles ne le sont. Et donc, comme la comète va passer, c'est une bonne occasion de photographier la comète en gros plan, parce qu'à l'époque, ben, elle était l'objectif, il n'y en avait pas, ou peu, et donc il y a un jeune journaliste, ça mène là, c'est classique, hein. Vous êtes vous avez une communauté qui existe, quelque part, et vous voulez faire comprendre aux gens ce qui se passe à l'intérieur. La seule solution que vous avez, c'est de faire rentrer quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est Witness. Il faut un rookie. Parce que c'est lui qui va se faire expliquer les choses et du coup, en tant que spectateur, vous le comprenez. Donc c'est facile. On met un mec qui rapplique là et puis d'un seul coup, il s'aperçoit que tout ne tombe pas rond. Donc, comme il y a des secrets, il est journaliste, il cherche à les connaître. Vous voyez, c'est un mécanisme en fait. Et comment dire, ça, c'est des trucs de cinéma et qui en même temps sont intéressants. Pourquoi? Parce que vous économisez après derrière de la narration. Pour le joueur comme pour le lecteur, les choses sont simples et vont de soi. Il n'y a pas besoin de les justifier. Une fois qu'on a gobé le début, en fait, un scénario, c'est comme un vaccin. Vous voyez, il y a une seringue avec une grande aiguille et puis faire une grosse piqûre au début. Et plus c'est gros, plus la piqûre doit être longue. Après, c'est bon. Une fois que le mec il est piqué, c'est fini. Il est pris, il est cuit. S'il a retiré sa cuisse ou son biceps, ça lui fait mal, il rentrera pas dedans, c'est pas la peine d'insister. Vous l'aurez plus. Mais c'est pas grave. Vous aurez le celui d'à côté. Vous voyez? Mais ça fonctionne comme ça. Réellement. Parce qu'il faut impliquer les gens qui jouent comme les gens qui lisent, comme les gens qui voient. Les gens qui payent un jeu vidéo, en fait, ils payent pour avoir de l'émotion. Si vous ne leur ramenez pas ça, ça ne fonctionne pas. Vraiment. Parce qu'on en a besoin. C'est pas l'intelligence qui nous meut dans la vie de tous les jours. C'est pas vrai. C'est l'émotion qui nous fait bouger. Pas l'intelligence. Si l'intelligence nous faisait bouger, le monde irait pas comme ça. Personnellement, ça me rassure. C'est pas rassurant, non. Mais non, c'est comme ça. J'en profite. Je suis peut-être trop long, non? Trouvaille. Pas du tout, c'est passionnant. Il faut me dire. Hein, parce que... Je vous le dirai. Euh, avec la version CD-ROM de Shadow of the Comet, il y a un petit programme qu'on peut trouver sur le CD, qui a un peu été oublié, qui s'appelle Visit to the HP Lovecraft Museum. Et je suis retombé dessus il y a pas longtemps, un truc dont on ne parle plus du tout. Et donc en fait, c'est une simple visite dans un musée virtuel sur lequel on va trouver tout un tas. Alors c'est d'une richesse extraordinaire. Moi, j'ai adoré. C'est bête, hein, il n'y a pas d'intérêt ludique quel qu'il soit. Mais alors, et c'est marrant parce que je me suis dit que déjà à l'époque, en 93, il y avait quand même une volonté pas du tout cynique de partager la passion, une passion réelle et sincère pour Lovecraft. Non, encore une fois, moi, le truc, c'était vraiment que les gens aient envie de lire ça. Je pense que c'est important. Le jeu vidéo, quelque part, c'est un art d'image, comme le cinéma. Donc, quelque part, vous êtes obligé de simplifier les choses, que vous le vouliez ou pas. L'image, elle stylise, elle synthétise. La littérature, c'est différent. La littérature, c'est un process qui est intellectuel. Vous avez besoin d'apprendre à lire pour savoir lire. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors que regarder un film ou écouter de la musique, vous n'avez pas besoin d'avoir un apprentissage. La littérature, oui, c'est purement intellectuel. Et lire du Lovecraft, c'est pas jouer à du Lovecraft, ou c'est pas voir un film tiré de Lovecraft, c'est pas lire une bande dessinée tirée de Lovecraft, c'est autre chose. C'est autre chose, pourquoi? Parce que c'est vous-même qui vous formez des images mentales.
C'est vous qui allez mettre des images sur des mots qui n'existent pas. Et donc, c'est là que vous allez projeter vos peurs. Et ça, c'est un truc important. Alors, je passe à la suite. Donc Ah bon? évidemment, l'église au milieu du village, Alone in the Dark. Faut savoir que quand vous arrivez, le jeu il est en développement. Alors, pour rappel, hein, en règle générale, les jeux développés chez Infogrames avant les années 90, on va dire, c'était des jeux développés en 1 mois, 2 mois, 3 Non, mois, non, pas. Moi, 6 mois, des quand fois. j'étais, c'était un peu plus long. Oui, alors ça Mais peut là, devenir plus long, effectivement. Mais pour là, la cause. nous, Et- c'était 9 mois habituellement. Et Alone in the Dark, ça faisait déjà presque 2 ans Ouais, peu de que monde, hein. Frédéric Reynal, donc Peu de monde, créateur- hein. voilà, exactement, que Frédéric Reynal travaillait plus ou moins dans son coin, parce que, sans refaire tout le match, Frédéric a travaillé sur un jeu qui venait de Christophe de Dinechin, pardon, Alpha Waves, qui était ni plus ni moins qu'un petit jeu dans lequel il y avait une espèce de petit personnage en 3D. Donc c'était vraiment un univers en 3D temps réel, en 90, sur un Atari ST, qui était une machine qui n'était pas du tout destinée à faire tourner ce genre de truc. Et on avait déjà une 3D assez développée, et puis ce petit personnage qui devait sortir de cette pièce. Et Frédéric Reynal, en travaillant sur la conversion PC de ce jeu-là, a une espèce d'éclair, une espèce de vision. Il se dit, moi je ferais bien un jeu dans lequel on doit sortir, on est poursuivi par des zombies et on doit sortir de ce truc-là. Et puis il travaille dans son coin, il essaie de pitcher le jeu à Bruno Bonnel, mais la sauce ne prend pas forcément. En parallèle, Bruno Bonnel a dans ses tiroirs un projet de jeu plus ou moins horrifique qui vient à l'origine, si j'ai bien compris, qui vient d'un film, Waking in the Dark, Mmh. qui en France est sorti sous le nom Seul dans la nuit. Seul dans la nuit. Et donc, dans ce pitch de jeu, ce serait que le personnage principal, en fait, on est plongé dans le noir, ce qui coûte pas cher à développer quand même, d'être plongé dans le noir. Et on a juste 3 allumettes, on en gratte une et ça nous montre où est la sortie. On a juste 2 autres pour réussir à atteindre la sortie. Mais le truc reste dans un tiroir, et lorsque Frédéric vient pitcher son idée, son Alone in the Dark, Bonnel lui parle de ce projet, et lui va pouvoir travailler en sous-marin pendant 2 ans, bon gré mal gré, tout en continuant à travailler sur les autres projets. Et arrivé fin 91, l'envergure technique du projet, c'est-à-dire ces personnages en 3D qui se déplacent, encore une fois, c'est plein écran, un personnage qui se déplace de manière fluide et réaliste à l'écran sur des décors très travaillés comme ça, c'était vraiment stupéfiant, et la première fois qu'on le voyait à l'écran. Mais lorsque vous arrivez, le projet, il est plus ou moins qu'une démo technique en fait. Il est un peu vidé de sa consistance, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'univers, il y a juste un contexte et certaines contraintes, et effectivement, il y a ce contrat avec Chaosium qui implique de mettre du Lovecraft dedans. Moi, Si j'ai bien compris, ça s'est fait très vite. Oui, parce que quand Shadow, au niveau du scénario, était terminé, on m'a fait. Du coup, il y a plein de gens qui avaient envie qu'on écrive des trucs sur leur jeu, mais ça pouvait être le mode d'emploi, hein. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à écrire des tas de trucs, des dos de boîte, des machins, enfin, bref. Et puis à un moment donné, Bruno, il me dit, tu sais, on a un problème avec un jeu, c'est Alone in the Dark. Ah bon, c'est quoi? C'est un projet ultra secret qui est au 6e étage. On t'expliquera, mais le scénariste est parti. Et c'est aussi pour Chaosium, hein, enfin peut-être. Le scénariste est un rôliste qui en même temps travaille à la préfecture de Lyon. Et ça va pas avec l'équipe, ça se passe mal, enfin bref. Bon, moi, il faut aller au 6e, donc je vais au 6e, on me laisse rentrer finalement. Je rencontre Frédéric Reynal qui me montre le début et puis qui m'explique un peu tout ça. Et puis, ben, pareil, je lui dis, ben, ouais, ce qu'on va faire, vous allez me montrer ce que vous avez, puis ce que vous voulez, puis moi, je vais trouver, on va le faire. Alors, on a trouvé un moyen de le faire, mais je vous jure que c'est vrai, hein. C'est-à-dire, en fait, on a fait ça en 3 jours. Moi, j'écrivais, par exemple, le grenier, et puis l'étage du dessous, et puis je leur filais. Ils le lisaient le matin, et puis l'après-midi, on corrigeait. Et puis on disait, c'est bon, c'est fini, on est OK? D'accord. Demain, vous aurez la suite. Et le lendemain, je leur amenais les étages en dessous. Et donc, en 3 jours, c'était fini. C'est tout. Voilà. Alors, Non, mais le premier ennemi qu'on croise dans Alone in the Dark, le gros poulet? c'est un poulet. Ouais, le gros poulet, ouais. C'est pas...
alors, je connais pas toutes les nouvelles de Lovecraft, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup. Non, c'est le premier monstre qui a été fait en 3D et finalement ils l'ont gardé. C'était le truc de démo qui apparaissait par la fenêtre et c'était un gag de Didier Chanfray, Didier Chanfray, donc qui il était un faisait garçon, modéliser les voilà, qui personnages. était directeur artistique du truc et qui est un garçon de la campagne. Il avait dû plumer un poulet pour Noël et donc Ce sera répété, ça. il l'avait fait revivre à- dans cette pièce-là. Et moi, je leur avais dit, mais vous savez, c'est pas. Franchement, le premier monstre, hein, c'est pas génial. Hein. D'autant qu'après, on reverrait un truc comme ça. Je dis pourquoi pas, mais je leur dis, on pourra peut-être faire une chauve-souris ou un truc, ça serait peut-être mieux quand même. Ils me disent non, non, on garde parce que c'est comme un fétiche, c'est le premier. Bon, bah, c'est le premier. Hein. Là où je veux en venir, c'est que la 3D était quand même. Alors, certes, le jeu était très joli pour l'époque et puis révolutionnaire dans sa technique, Ouais, ouais. mais vous aviez rapidement conscience quand même que vous n'alliez pas faire flipper les joueurs avec des créatures en 3D si rudimentaires. Non, Du coup, non. il fallait trouver des artifices. Non, non, c'est, enfin, comment dire, on avait peu de polygones à afficher, on pouvait pas, comment dire, être extrêmement réaliste, et en même temps, c'est un jeu dans lequel il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc on a un héros ou une héroïne qui se déplace finalement relativement lentement, et quand elle court, dans le jeu, elle marche même pas à une vitesse normale. Donc c'est presque un jeu de torero, d'évitement. Et derrière, il fallait rajouter un truc. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on baisse un peu la lumière. Deuxièmement, on va baisser les plafonds. On va rétrécir les murs. Comme ça, on va faire de la claustrophobie. Ça marche toujours. On va faire des entrées de champ qui se passent quelque part avec un truc qui arrive et on le résout. Et puis, on sort du champ, on passe au truc suivant, au décor suivant. On va s'efforcer de changer d'angle pour déstabiliser le joueur visuellement. En même temps, les commandes sont toujours les mêmes hein, pour avancer, etc. Mais quelque part, comme on est en plongée d'un seul coup, c'est curieux parce que les gens, comment dire, comme c'est les plans fixes en fait, les gens hésitent à changer de plan. Ils ont toujours l'impression que dans l'intervalle de ce qu'ils vont faire, il va se passer quelque chose, alors qu'il ne se passe rien. Mais c'est psychologique. Avec une caméra filaire, ça ne marcherait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les surprises, par exemple, que vous avez dans Shining, quand le gamin est en karting dans les couloirs, quand il voit les sœurs, c'est quand il a tourné le coin de la rue. C'est pas dans la durée, c'est dans le boum, clac, clac, dans le changement d'angle, que ça fait que, Danny, you play with us? Ah, la vache! D'un seul coup, vous avez les poils. Et c'est super, parce que ça marche comme ça. Et les plans fixes, pour ça, c'est formidable. Quand on prend les films de Dreyer, ça marche super bien comme ça. Vampire est un film qui marche comme ça. Et donc, du coup, sur la mise en scène, on a fait ça. On s'est inspiré, enfin, quelque part, de ce genre de choses, de Nosferatu et de ça. Parce que, comment dire, l'horreur, en fait, ça vaut le coup de mettre la gomme dans le mouvement de caméra quand on a de l'espace par rapport à des gens qui fuient. Mais là, on est dans le confinement. Et il fallait trouver un équivalent à l'écriture. Et moi, je l'ai trouvé. Cette baraque, c'est la baraque de Psychose. La baraque de Psychose, elle est fabriquée comme une psychanalyse. Quand vous allez en haut, quand la fille rentre en haut et qu'elle voit le grenier avec les trucs, c'est le passé, l'enfance, etc., etc. Après, on descend un truc, c'est le lit avec la forme de la mer, etc. Ça, c'est ce qui se passe. Et puis, il y a la cave. Ça, c'est l'inconscient. C'est ce qu'il y a de pire. C'est la vieille qui est sur Miss Bates, qui se retourne. C'est un squelette, et d'un seul coup, on entend Ah! Et puis on se retourne, c'est la vieille derrière, mais c'est le fils avec une perruque. Ah, quelle horreur! Et je me suis dit, la baraque, on va la faire comme ça. On va la faire comme ça. On va plonger dans les racines du sol et on va trouver le sorcier avec les racines de l'arbre et on va cramer la maison par ça.
C'est la racine du mal. C'est idiot. J'ai rien inventé. Ça a été fait 20 000 fois. Hein. J'ai jamais rien trouvé de ma vie. Hein. Des fois, je trouve mes clés parce que pour rentrer chez moi, mais c'est bien tout. Je vous jure. Mais ça fonctionne. Qu'est-ce que je vous dis? Ça marche. Et on a envie que ça marche. Qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Il faut surprendre, mais il faut un minimum. Un film comme un jeu, quand on attaque un genre, moi j'appelle ça à un moment donné, faut trouver les pantoufles. Vous voyez? Comme le dimanche soir, quand il y avait le film sur TF1, vous vous rappelez de ça? Pour ceux qui étaient un peu plus âgés, il y avait un film de cinéma le dimanche soir qu'on regarde en famille. Et le début des films, c'est toujours les pantoufles. C'est-à-dire, on sait où on est et voilà, on sait qu'il y a Jean Gabin qui arrive. T'aurais pu t'habiller autrement. Ça y est, on est parti, on est bien, on a mis les pantoufles et après ça peut partir. Vous voyez. Donc il faut les deux en même temps. Et on ne peut pas aller là-dedans sans, comment dire, en rejetant les règles. Ça ne fonctionne pas. Le genre a besoin de règles. Fondamentalement a besoin de règles. Parce que sinon, les gens sont perdus. Ça ne sert à rien d'essayer de les transgresser. Elles marchent. Elles fonctionnent formidablement bien. Comment dire? On ne pourra rien inventer de mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Les jeunes scénaristes, moi je donne des cours de scénario, ils veulent tous révolutionner la Terre en essayant de faire des trucs qui n'ont pas été faits auparavant. Mais en fait, ils cherchent à provoquer des émotions qui n'existent pas. Et donc, du coup, on ne peut pas les ressentir. Donc, ça ne marche pas. Et je leur dis à chaque fois, mais il y a 36 situations dramatiques, vous emmerdez pas, utilisez-les. Si vous faisiez de la musique, vous auriez 7 notes. Alors, avec 7 notes, on est David Guetta ou Jean-Sébastien Bach, c'est déjà pas si mal que ça. Ouais, c'est vrai. Et ça marche. Oui, là, vous avez vraiment réutilisé la grammaire Ouais, du cinéma c'est vraiment la des totale. plans, des plans de caméra fixe. Les zombies, le machin, le sorcier et tout Mais le avec reste. des artifices ludiques, néanmoins. Enfin, moi, je me souviens que malgré son poulet, c'était quand même un jeu qui me terrorisait totalement. Ouais. Il y avait des jaillissements, effectivement, à Ouais, travers la fenêtre, ouais. tout d'un coup, un peu de mise en scène, ce qui était assez nouveau. Puis il y a les bouquins. Encore une fois, Il y a les bouquins. voilà, Les il y a bouquins. tout un tas d'artifices ludiques. Par exemple, on peut consulter, on a besoin de consulter des livres dans Alone in the Dark pour trouver des solutions aux Ouais, énigmes. ouais. Des fois, il y a des livres, comme un peu chez Lovecraft, Ouais, ouais. des livres qui tuent. Ouais, Il y a ouais. même eu une histoire de livre qui rend fou, mais je crois que ça, finalement, vous l'avez pas retenu. Non, on l'a pas gardé parce que ça, comment dire, on avait essayé, mais en test, les joueurs détestaient ça. Ils apprenaient quelque chose, mais ils ne pouvaient pas s'en servir parce qu'ils étaient des dingos. Donc voilà, le jeu était game over. Et il fallait recommencer. Donc le fait de trouver un indice qui se retourne contre vous est pas ludique, quoi. C'est comme si vous jouez au poker, on vous distribue 4 as. Ah, c'est génial, vous les avez, vous les jouez, clac, et vous apercevez que c'est des cartes empoisonnées, que vous allez mourir. Voilà, c'est terrible, vous n'avez plus joué au poker, puis vous êtes mort, donc ça ne marche pas, c'est pas possible. Et c'est un jeu qui jouait aussi énormément sur les premiers événements qu'on rencontrait. Par exemple, la première fois qu'on traverse le couloir qui est juste en dessous du grenier, paf, le sol s'effondre. Bah, à partir de là, chacun des pas qu'on va faire dans le manoir, évidemment, vous allez faire attention. La première porte qu'on ouvre, il y a un zombie derrière. Dans la cinématique, il y a un craquement quand on passe le couloir et qu'on monte dans le grenier. Et en fait, au retour, c'est là où le plancher craque, en fait. On a eu un indice sonore. Alors, c'est pas vraiment fait pour être compris, mais après, c'est vrai que derrière, on économise les pas. Mais encore une fois, quelqu'un qui savait jouer à Alone et qui jouait à fond la caisse, comme Frédéric Rénal, par exemple, c'est un jeu qu'on fait en 20 minutes. Il n'y a rien dedans. Et voilà, donc il fallait que ça dure des heures, hein, parce que le joueur, il paye cher quand même. Donc il fallait qu'il ait l'impression qu'il y a de la ressource et que ça va loin. Ce qui était le plus dur à faire, pour moi, c'est les bouquins. Parce qu'il y avait un éditeur de texte qui était un truc maison. Et que, en fait, les livres, il y avait un nombre de signes par page qui était restreint. Et que moi, j'essayais quand même de faire en sorte qu'à chaque fin de page, c'était des doubles pages en fait, on ait envie de tourner la page suivante pour savoir ce qui se passe. Et ça, c'était difficile. Parce que, d'abord, il ne faut pas que ça se voit.
Et puis, ça oblige à trouver les mots les plus justes possibles. Et l'idée, c'était que ça fasse peur. On lisait les bouquins, ça foutait les jetons. Et en fait, comme la musique continue à tourner derrière et qu'il y a les bruits qui tournent, le joueur, inconsciemment, il a l'impression que quand il lit, la maison continue à vivre et qu'il peut lui arriver des choses. Donc c'est dangereux de lire les livres. Ça rajoute du stress, alors qu'il ne se passe rien. Oui, ça coûte pas cher à développer. C'est pas une question de coûter cher, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. La peur, ça n'a rien à voir avec ça. Je vous promets que moi j'ai fait des trucs avec des copains dans le Beaujolais en disant on va avoir peur. Je vous promets que les gens avaient peur. Je vous jure que les gens avaient peur. Peur. Ça n'a rien à voir avec une question de moyens, au contraire. Moyens, on a. La nuit, une baraque où il n'y a rien, ça peut être terrifiant. Je vous promets que ça peut être terrifiant. Sans problème. Sans Alors, souci. il va y avoir un changement quand même dans le plan qu'a été Alone in the Dark. Au mois de juillet 92, pour la première fois, le jeu il est présenté dans un état quand même plus final, cette fois-ci avec des enjeux ludiques et puis un scénario. Il va être montré à la presse. Et là, vous avez été plusieurs à témoigner que les premiers journalistes à voir Alone in the Dark, ils tombent littéralement de leur chaise. Mais il y en a un qui voit ça derrière et qui se dit que finalement ça va peut-être être une bonne opération Alone in the Dark, c'est Bruno Bonnel. Ouais, complètement, ouais. Et du coup, la licence avec Chaosium, il y a... Voilà, moi j'étais à Chaosium, Bruno me dit écoute, voilà, Chaosium on a signé des 3 jeux, il faut que tu ailles les voir pour leur expliquer que Alone c'est pas un jeu Lovecraftien, donc... Et par contre, on a Shadow. Derrière, il faut leur proposer d'autres choses. Alors, bon, j'avais Prisoner déjà en tête, puis j'avais aussi un autre truc. Et donc, je suis parti à Auckland. Enfin, il vous a demandé d'y aller aussi parce qu'il voulait pas payer les royalties. Oui, non, bien sûr, c'est une question d'argent, bien sûr. Ça me Oui, paraît oui, important, évidemment. C'est pas juste pour dire aux gens, écoutez, on est content de vous voir, et puis, non, c'est une question, on va économiser, parce que ça commence à sentir bon. Je crois qu'il devait donner $1 par boîte. Ça a l'air de rien comme ça, mais visiblement, il pensait vendre beaucoup de boîtes, quoi. Donc, je ne sais pas combien il en a vendu, hein, je n'ai pas les chiffres, mais c'était une bonne affaire. Hein. Et donc, j'étais voir les gens de chez Chaosium pour leur dire, écoutez, bon, voilà, il y a Alone qui va sortir, des trucs comme ça, voilà, quand ça parle, etc. J'avais une démo, je crois, où ils avaient reçu, enfin bref, ils avaient joué. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit, voilà moi pourquoi je pense, hein, que ça rentre pas dans le truc. C'est un jeu d'action, il y a des zombies, c'est un folklore qui est complètement différent de celui de Lovecraft. Et je pense que, je continue à le penser, hein, que sincèrement, on n'est pas du tout dans les clous Lovecraftiens habituels, on est ailleurs, voilà, c'est ainsi. Mais ça n'empêche pas qu'on va continuer à travailler ensemble. On développe un jeu, on en développe un autre. Là, je leur ai expliqué Prisoner. Et puis, ça s'est très bien passé. C'est super bien passé. Ils m'ont emmené dans le grenier. J'ai participé au train Elvis Presley et un train Elvis Presley dans le grenier. Il va Je vous falloir jure, que c'est vous vrai. expliquer un peu plus là. On a envie de savoir ce que c'est que ce truc. Non, je vous jure, les mecs ils sont un peu allumés. Hein. Quand j'arrive là-bas, c'est une espèce de bâtiment et tout, puis il y a une porte blindée. Chaosium. Hein. Et puis il y a des traces sur la porte comme ça, il y a le mec qui m'ouvre, ah c'est vous, c'est toi, ça y est, entre. Et puis il me dit à la porte, là, c'est un mec avec une hache, il vient de temps en temps parce qu'il manque de crack ou je sais pas quoi. J'ai dit, putain, oh la vache. Alors je vois un tas de mecs un peu, bon, californiens quoi, mais californiens Woodstock un peu, vous voyez, genre, salut, ça va toi? Oui, ça va, oui, ça va très bien. Alors on parle, je leur explique mes histoires, puis à la fin, ils me disent, bon, bah maintenant, on a bien travaillé, maintenant on va aller célébrer le culte. Le culte Elvis Presley, on a le train Elvis Presley, Elvis Presley night train, tout. Qu'est-ce qu'il me raconte, cette espèce de mec, je sais pas. On monte au grenier, et par terre, il y a un train miniature, style train mais un peu plus gros que les trains pour gamins, vous voyez, avec des wagons, une locomotive, des wagons, et les wagons sont décorés avec des photos d'Elvis Presley. Alors la gare, il y a un grand portrait d'Elvis Presley dessus, il y a des panneaux publicitaires Elvis Presley, etc. Il y a une chaîne stéréo dans un coin, et puis on balance la sauce.
Alors c'est le Elvis le vrai, hein, pas celui d'Hawaï, hein, pas la barrique Inca, hein, le vrai, machin. Et on envoie le train avec tout le truc, les feux, les machins, ding dong, ouais, bon, on voit Elvis Presley, alors, mais tout est décoré avec Elvis. Et là, le mec il sort du Jack Daniels et puis il commence à rouler des joints. Tout le monde était là, alors on me passe des joints. Alors, oui, tiens, va boire, faut boire, oui, je bois. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Et ça continuait, Elvis Presley, oh baby, 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 baby. Et puis, voilà, ça a duré 1 heure comme ça, on a fait le culte. Et puis, finalement, Alone in the Dark n'a pas été un jeu chaosium, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Histoire légendaire. Ah non, mais... Pourquoi le in the Dark n'a pas marqué Call of Duty Non, non, mais c'est pas à cause du train, hein, mais ouais, je sais pas. Mais ils étaient super gentils, vraiment. C'était Greg Stafford, hein, c'est ça? Hein? C'était Greg Stafford. Ouais, 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 ouais. Le mec, ah, vous êtes français, c'est formidable en ce moment, je suis en train de lire Diderot, Les bijoux indiscrets. Putain la vache, le mec, les bijoux indiscrets en Californie, quand même. Enfin, en anglais, hein, pas en français, mais enfin, quand même, honnêtement, vous attendez à tout sauf à ça, quoi. Voilà, non, non, etc. Et puis, non, non, mais c'était quelque chose, quoi. Je t'ai reparti avec ils ont une cave, enfin pas une cave, hein, oui, ils ont une cave où il y a les goodies. Et alors là, serre-toi, Hubert et tout. Alors, j'avais pris des autocollants, Toulouse présidente, etc. Enfin tout ça, quoi. Et Et revenu victorieux à non, Villeurbanne. c'est pas victorieux. Non, mais franchement, comment dire, je reste persuadé que bon, il y a quelque chose de Lovecraft dans Alone, c'est évident. Mais je pense pas que ce soit. Moi, c'est les jeux d'aventure que je trouve vraiment. Enfin, pour ma part, c'est. Voilà. Je trouve que Lovecraft va mal avec l'action. Ça se marie pas avec l'action. C'est pas vrai. Les gens cherchent à agir, mais c'est, ils n'y arrivent pas, quoi. Trop fort pour eux, quoi. Puis il n'y a pas de zombies chez Lovecraft. C'est pas ce truc-là. C'est pas ce truc-là. Les bouquins, où ils sont Lovecraftiens. Ouais, ouais. Du coup, le jeu est un carton. Ah oui. Probablement l'un des premiers Ah oui. gros cartons Ah oui, ça, d'infogrames. c'est Tant énorme. et si bien Énorme. d'ailleurs que l'année suivante, Infogrames rentre en bourse. Énorme. Donc c'est dire que de cette petite structure de Villeurbanne, tout d'un coup, on rentre dans un autre univers. Et qui dit carton, dit suite, évidemment. Ben oui. Alors comment ça se passe? Oh, ça se passe pas bien parce que. Enfin, pas bien. Ça se passe bizarrement. Y a une fête de Noël, Infogrames, comme chaque année, on danse et tout, on boit des coups. Et puis Bruno Bonnel peut danser Alexandre et Alexandra, c'est son grand succès, non, c'est vrai. Hein. Et puis il le fait bien. Ah, voile sur les filles et tout. Et puis un coup de cul comme ça. Et non, si, il faut voir ça une fois dans sa vie quand même. Et si, je veux dire. Et pendant cette fête, ils avaient loué une salle. Je vois Rénal qui passe à droite à gauche, qui discute avec des gens, et puis il y avait avec lui Didier Chanfray, et puis bien sûr la femme de la femme de Frédéric, etc. Et je dis tiens, il se passe quelque chose, mais je sais pas quoi. Et le lundi, c'est samedi soir. Le lundi, j'arrive chez Bonnel, et puis il me dit tu connais la nouvelle? Je dis la nouvelle, c'est quoi la nouvelle? Il dit, tu sais, il s'en va, Frédéric Rénal, avec quasiment toute l'équipe de l'Aune. Je dis, non, je n'étais pas au courant, je ne sais rien du tout. Puis c'est vrai, moi, il rien dit du tout. Je tombe de la lune, quoi. Alors je vais voir Frédéric, qui m'explique qu'il a une offre qu'il ne peut pas refuser d'une boîte qui est tenue par Richard de Senneville, qui est un mec qui a fait de la musique, notamment avec Michel Polnareff. Et puis il a fait du jingle publicitaire, hein, et c'est lui qui a fait Hollywood Chewing Gum, etc., qui avait une boîte de développement de jeux vidéo, et il va monter une antenne de cette boîte à Lyon, et c'est Rénal avec son équipe qui va la diriger. Bon, d'accord. Et je vois Frédéric, je dis, il me dit, mais il y a des versions à faire à l'étranger, on va les faire, il n'y a pas de problème. Et puis... voilà, mais on va s'en aller, quoi. Mais je dis, vous ne pouvez pas rester. Mais non, je ne peux pas rester parce que
y en a marre, quoi. Bruno, je lui ai demandé des augmentations, ça fait des années, il me les donne jamais, etc. Et puis, voilà, et puis, et moi je lui dis, mais tu sais, tu devrais peut-être encore essayer, parce que machin. Et je sais qu'il y a eu une discussion après, derrière, là-dessus, et j'ai entendu pour la première fois Bruno Bonnel crier. Je n'étais pas là, hein, mais j'étais dans le couloir, et puis Frédéric Reynal aussi. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ça a été extrêmement dur, à tel point qu'à un moment donné, dans une interview, après, derrière, Frédéric Reynal a dit, vous savez, Bruno Bonnel, il pourrait vendre sa mère aux enchères. Donc, ça a dû être violent. Bon. Et je me suis retrouvé en fait avec Frédéric Reynal, et moi j'avais commencé à écrire l'Aune 2, et j'avais commencé à le faire lire à l'équipe qui partait, quoi, en disant ouais, j'ai envie de faire un truc avec le Hollandais volant, et on va en faire une bande de mecs qui en fait sont les ancêtres des bootleggers, parce qu'on est pendant la prohibition, alors on va faire une baraque avec en dessous une grotte, etc., etc., et ça les intéressait, et donc j'avais commencé à l'écrire. Et puis finalement ils s'en vont, il me reste Franck de Girolami, qui était, qui était programmeur en second sur l'Aune, le premier, et puis c'est tout. Donc du coup, il y a Patrick Charponnet qui a appliqué en direction artistique, et puis du coup, on a monté une équipe technique autour du truc. Il a fallu quasiment retomber le moteur à zéro, parce que ce qu'avait fait Frédéric Reynal, il y avait malheureusement qu'à peu près que lui qui pouvait le comprendre, hein, le code n'avait pas été documenté. Hein, les moteurs de jeu à l'époque, on les achetait pas tout fait. C'était les programmeurs qui les faisaient, mais de A jusqu'à Z. Donc, si vous voulez, quand le code n'était pas documenté et qu'on ne savait pas à quoi ça correspondait, on ne pouvait pas tout reprendre pour savoir si telle phrase voulait dire tel truc, etc. Il y a des milliards, il y a des millions de phrases. Parce que quand les mecs se mettent à pisser du code, etc., ça y va, quoi. Et donc, après, pour débugger, Tintin. Et là, Surtout Franck, que Bruno Bonnel voulait un jeu pour Noël suivant. pour Noël, ouais. Donc ça laissait Et moins donc, d'un an. je finis d'écrire mon truc, on trouve 3 programmeurs, 2 formidables, Nazaret et Paret, et un troisième, et chacun développe un acte. Et à un moment donné, celui qui développait l'acte du milieu, l'acte du milieu, c'était Émilie, parce qu'au début, on jouait Carnby, après on jouait la gamine, parce que Carnby était prisonnier. La gamine délivrait Carnby, on terminait avec Carnby. Et le mec vient me voir en me disant, Hubert, il y a la BNP qui me propose 5 000 francs par mois, là je gagne 3 000, je vais partir, etc. Mais je dis, attends, tu es en train de développer un jeu vidéo, tu me parles de la BNP, c'est quoi cette histoire? Non, non, moi il me faut 5 000, sinon je m'en vais. Je vois Bruno, et je lui dis, voilà, le mec il veut se barrer, il veut 5 000 balles. Il me dit, moi j'ai hors de question, de toute manière, parce que d'abord je ne vais pas augmenter ce connard. Et puis, si je l'augmente lui, comment je paye les autres, hein? Et puis, où je trouve l'argent? Bon, tu vas lui dire qu'il peut partir. Mais il me faut le jeu à Noël. Bon, bah, d'accord. C'est bien, c'est gentil, hein. Voilà, bah, débrouille-toi. Alors, je vais voir le mec, bah, écoute, voilà, t'es plus là. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Pas rester, hein, pas le retenir, hein, voilà. Et puis, je me demande comment je vais faire. Et je me rappelle d'un truc qui m'a servi, parce que je lis beaucoup. Alors, un jour, il y avait John Ford qui était sur un tournage, et il avait horreur, quand il était en extérieur, John Ford, de voir des mecs du studio qui réappliquaient, les producteurs exécutifs. Parce qu'il pensait, en vérité c'est vrai, que c'est des connards qui venaient pour l'espionner. Et parce que les mecs, ils venaient en disant, mais vous en êtes où là? Alors, mec, je suis page 42, ah, mais vous devriez être page 52, 60. Il manque 10 pages de tournée, là. Donc, ça fait 10 minutes de film qui n'ont pas été faites. Vous êtes en retard. Et donc, une fois, à Monument de Vallée, là-bas, au milieu de nulle part, il y a un mec qui arrive et qui commence à lui casser les couilles avec voilà, t'as pas tourné ici, t'as pas tourné là, t'es en retard de 15 jours. Ford a pris le scénario, il a arraché 20 pages. Il a dit, maintenant, je suis en avance d'une semaine, tu te casses. Il n'a jamais tourné les pages manquantes. Il avait un truc super fort, c'est vrai, hein. C'est raconté dans les mémoires un mec qui a écrit un livre qui s'appelle J'ai grandi à Hollywood, qui a été son assistant. Et c'est Robert Parrish. Et Robert Parrish dit, vous savez, Monsieur Ford, je dois bien devenir metteur en scène.
Ford lui dit, c'est pas une mauvaise idée, tu as des capacités, je vais te montrer un truc. Aujourd'hui, on a un producteur exécutif qui vient. Je vais te montrer, tu vas voir ta première leçon. Et il s'assoit sur son fauteuil, comme ça, il met son grand viseur, le plus grand viseur qu'il trouve à son œil, comme ça, comme s'il cherchait un cadrage. Et il attend. Et bien sûr, le producteur exécutif vient, et Ford, il a beau être borgne, il a 2 oreilles, et puis il a aussi des yeux derrière la tête. Et il sent bien que le mec vient venir lui parler, l'imbécile des studios. Et quand il sait qu'il est au bon endroit, il se retourne brusquement avec son truc sur l'œil, et du coup, le mec, il prend l'objectif en acier en pleine gueule. Et Ford lui dit, vous voulez quelque chose? Ah, ouais. À l'infirmerie là-bas. Et il se retourne vers Paris et il dit, tu seras metteur en scène quand tu l'auras touché entre les 2 yeux. C'est génial, c'est génial. Et donc du coup, j'arrive là-bas et puis les mecs me disent, bon, bah, je leur demande, et quelqu'un peut, comment on fait pour coder l'acte 2? Ben, on peut pas. Et prendre quelqu'un pour le former, ben, on peut, mais on va prendre 2 mois de retard, donc on peut pas. Alors j'ai dit, ben écoutez, on va faire un truc, regardez, j'ai pris le scénario, j'ai tout arraché, l'acte 2, puis j'ai dit, ben maintenant c'est bon, on est à l'heure. Puis je dis à Bruno, il n'inquiète pas, ça sortira à Noël. C'est pour ça que le jeu est branlant. Il manque un acte, hein. Mais je peux pas faire mieux, j'ai personne sous la main et on n'a pas le temps. Et on ne sera pas à la FNAC pour le Beaujolais nouveau, donc on est niqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, Bonnel, le pognon, on en a besoin parce qu'on va rentrer en bourse. On commence à avoir des mecs qui arrivent de chez RTL, on a des mecs de Dassault. Moi, j'ai piloté le fils Dassault dans le truc, là, c'était génial. Parce qu'après, on a travaillé avec eux, c'était super. Parce qu'ils ont des simulateurs de vol chez Dassault. Putain, la vache. C'est pas le truc du coin à 10 balles, hein, c'est la cabine complète au 360 avec le siège monté sur 12 vérins. Et quand ça décolle, vous prenez 5G dans les fesses et c'est impressionnant, c'est démentiel, 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 démentiel. Et ils amenaient du pognon, pensez bien. Eulone, il fallait vraiment que ça soit là. C'est juste pas possible. C'est pas possible que ce soit pas là. Donc, et en plus, Bonnel, il me dit, en plus à Noël, il faudra me faire un bonus. Ah ouais, t'es gentil, toi. Donc du coup, on a fait Emily Hartwood, là, un petit jeu qui s'appelle Jack in the Dark. Et c'est comme ça qu'on a fait le musée Lovecraft aussi, en même temps. Parce que il y a peu de ressources, en fait, dans le musée. Mais c'est vrai que l'idée de... Moi, j'ai toujours été étonné, Lovecraft, c'est qu'il y a plein d'objets ou d'artefacts ou de choses. Et alors là, je sais qu'il y a un bouquin qui est sorti avec les cartes de Innsmouth, Dunwich, etc. Ça a l'air génial, j'attends demain pour l'acheter. Et puis je le ferai dédicacer par les gens qui l'ont fait. Et je les remercie d'avoir fait ça parce que je trouve ça une idée formidable. Et je crois que ça vaudrait le coup, ce serait génial de faire un musée Lovecraft, quoi. Et il y a des choses à montrer, des choses à entendre aussi. On pourrait presque faire un petit musée interactif avec des écrans tactiles ou des trucs comme ça, ce serait démentiel. Et, ça s'y prête bien. Parce qu'encore une fois, l'univers est super riche, c'est vachement... Je parle beaucoup, hein, je raconte des bêtises, mais... Il nous reste encore un peu de temps. Il reste du temps quand même. Ouais. Je passe très rapidement sur Alone in the Dark 3. Juste ce changement d'ambiance, Alone in the Dark 1, donc Derketo, la Louisiane, les années 20, puis Alone in the Dark 2, on est plus sur une ambiance entre pirates, film noir. Et tout d'un coup, Alone in the Dark 3 qui se passe sur le lieu de tournage abandonné d'un ancien western. C'était quoi l'idée en fait dans cette L'idée générale sur Alone, c'est que en fait, moi j'avais dit, après derrière, on va mettre une unité là-dedans, on va écrire une histoire fantastique de l'Amérique par rapport à des faits inconnus et qui débouchent sur des trucs inexplicables. On a cette maison en Louisiane, on a cette baraque en Nouvelle-Angleterre avec le truc des pirates et des bootleggers. Et on a ce truc hollywoodien, mais une ville fantôme avec une mine désaffectée dans laquelle il y a eu des massacres. C'était de faire un peu une histoire souterraine des États-Unis, fantastique, vous voyez ce que je veux dire, et qui se passe avant la Seconde Guerre mondiale, on va dire. Hein, c'est dans ce laps de temps-là.
et d'essayer de montrer qu'il y avait une connexion entre ça et des événements qui étaient contemporains avec Carnby, quoi. C'est-à-dire les pirates et le Hollandais volant, ça devenait des bootleggers de la prohibition, si vous voulez. Vous voyez, il y avait une correspondance. En tout cas, à chaque fois, on sent bien les influences cinématographiques. Là. On ne s'éloigne jamais trop du cinéma. Oui, non, mais bon, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, c'est sûr. C'est un moyen. Le cinéma est un moyen visuel de raconter des histoires. Finalement, le jeu vidéo aussi. Donc, si vous voulez qu'il y ait une parenté entre les deux. Et après tout, quand on écrit des histoires pour le jeu vidéo, on n'a pas trouvé d'autre solution que finalement de faire comme au cinéma. Enfin, du moins, moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je sais que j'ai travaillé sur beaucoup d'autres projets hein, avec d'autres méthodes. Elles ne marchent pas. Les trucs avec des arborescences, des machins où vous mettez des couleurs, des écrits dans lesquels vous mettez des mots en gras, en italique, en bleu, en vert, et ça veut dire ci, ça veut dire ça, etc., etc. C'est bien joli. Ça, c'est des trucs de masturbés qui pissent du code. La vérité est vraie, on doit lire quelque chose et pouvoir suivre et pouvoir avoir envie de lire la suite. Parce que ça, ce qu'il y a de bien dans un scénario, si vous voulez, ce qui est formidable, il faut bien comprendre ça, au cinéma, c'est la même chose. C'est un outil. Ça permet à d'autres gens de créer des choses. Mais il faut qu'ils aient un support pour pouvoir créer quelque chose. Et ce support, c'est une histoire qui est solide, avec des personnages qui existent, avec des ambiances, et grâce à ça, ils peuvent s'exprimer eux-mêmes, dans ce cadre-là. Et ça permet de solutionner un tas de problèmes. Le reste, l'interactivité, le machin, le monde infini dans lequel on fait ce qu'on veut, blablabla, tout ça, c'est de la masturbation. Si on a envie d'aller dans un monde infini où on fait ce qu'on veut, vous allez au Sahara avec une gourde, et puis c'est bon, vous allez voir ce qui va vous arriver, hein, vous allez vous casser les pieds au bout de 2 minutes, et vous allez appeler l'avion, hein, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'on s'emmerde. Voilà, il faut qu'on ait quelque chose à faire. Bah, c'est vrai, à part les anachorètes ou les mecs qui sont mystiques et qui vont dans une grotte pour aller regarder, je sais pas quoi, leur nombril, les gens ont besoin de s'occuper, hein. Vous leur filez la liberté, ils font quoi? Ils prennent la route, ils sont embouteillés, ils vont tous au même endroit. Donc ces mecs, ils savent pas quoi foutre de leur liberté, donc ils savent quoi en faire, ils iraient ailleurs. Oui. Bah, Alors, c'est vrai. dernier. Oh. Alors, ce qui devait être l'avant-dernier, mais dernier jeu sorti de ce contrat entre Infogrames et Chaosium, c'est Prisoner of Ice. Mhm. Très pulp, là pour le coup. Très jeu d'aventure, espionnage, Ouais. un peu de James Bond, je sais Ouais, Indiana Jones, un peu. pas. Indiana Jones. Ouais, Indiana Jones, un peu. Et puis le côté, bon, les glaces, les montagnes hallucinées. Je crois que c'est le projet. Enfin, tous ceux qui aiment Lovecraft ont tous voulu faire ça. Le pôle, le truc. Alors on pouvait pas le faire parce que bon, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas le temps. Mais en même temps, c'est un des plus beaux, c'est une des plus belles nouvelles. Enfin, elle est incroyable. C'est un truc, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Ce qui est écrit là-dedans, c'est formidable. Donc du coup, il y avait ça, quoi. En même temps, il y avait bon, c'est vrai comme pour Alone, on a tiré vers l'aventure, on a tiré plus vers l'aventure et du coup on est arrivé presque à de l'action en fait. Alone, on a vraiment fait un virage vraiment action. On a vraiment voulu faire un jeu de baston avec le 2 quelque part parce qu'il y avait Doom qui était là et on sentait Doom comme une sorte de challenge en fait. Euh, on s'est un peu planté là-dessus. Le 2 n'est pas satisfaisant en grande partie à cause de ça. Faire peur, c'est gérer du temps et de l'espace. Fondamentalement, c'est ça. Et le temps doit être plus long que prévu et l'espace plus resserré que prévu. C'est fondamental. Et il n'y a pas ça dans le 2. Et il n'y a pas ça dans le 3. Ce qui fait que c'est des jeux qui ne sont pas désagréables. À des moments donnés, oh, mais c'est pas ça. Le premier, ça file les jetons, ouais. Ouais. Le 2, non. Le 3, non plus. Prisoner file les jetons. Parce que justement, on a joué là-dessus. Parce qu'il n'y a pas d'action, en fait. L'action, comment dire?
Lovecraft, il y a un truc qui est merveilleux, c'est que c'est l'information qui donne la peur. On ne sait pas à quoi on a affaire, on commence à découvrir ce à quoi on a affaire, on s'aperçoit que c'est inexplicable, mais quelque part quelqu'un l'explique, et que c'est inexplicable, d'un seul coup, quand il est lisible et compris, devient quelque chose de complètement submerge. Enfin, ça vous submerge. Il n'y a pas d'action là-dedans, il n'y a que de l'information. Et au cinéma, c'est la même chose, l'information, ça tue l'action, et l'action tue l'information. On ne peut pas faire les deux en même temps. Et dans Prisoner, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a de l'action, mais elle est en cinématique. Donc le reste, c'est de l'information. C'est un vrai truc fantastique parce qu'il faut aller chercher dans le passé les raisons des malheurs qui arrivent aujourd'hui. Et comme en plus, c'est les nazis qui ont tiré ça de la glace pour en extraire la quintessence, pour faire quelque chose d'immortel pour le Reich de Milan, on a cette idée-là derrière. Et c'est pour ça que c'était intéressant. Puis moi, ça me plaisait bien de faire un truc qui était à la limite de... Je crois qu'on l'a fait, je ne sais plus en quelle année ça se passe, mais c'est l'année de la mort de Lovecraft. Oui. Celui qui allait avoir après allait arriver avant. Les trucs des prisonniers, des jeux d'aventure, c'était de faire du Lovecraft, mais dans la limite de la vie de Lovecraft. On n'allait pas faire des jeux qui allaient aller après sa mort. C'était juste pendant qu'il était vivant. Du coup, je me permets juste de mettre la seule image finalement qui a survécu c'est à, Benares. à ce troisième jeu hypothétique Voilà, qui n'est jamais sorti. Qui devait se passer en Inde, du coup. Ouais, il y avait un truc à Benares, ouais. Il y avait même Patrick Charpenay qui devait partir et qui s'était fait vacciner. Donc il était complètement malade le surlendemain parce que quand Qui on devait va partir en Inde pour faire du repérage. quand on va en Inde, ça y va. Bah, il connaissait pas et puis on avait l'occasion de le faire. On avait de l'argent. Je veux dire, ça vaut le coup quand même. Enfin, vous avez le directeur artistique qui va peut-être partir avec un graphiste pour aller là-bas. C'est vachement mieux que, que de travailler pardon, sur, sur document. En même temps, Patrick s'était tellement défoncé parce que quelque part, il avait fait Prisoner, il avait fait Alone 3, Alone 2, enfin, il n'arrêtait pas. Euh, Quand même, c'est la moindre des choses. Et finalement, Bonnel a pas donné suite. Et donc, du coup, personne n'est parti en Inde. Et donc, du coup, on n'a pas été plus loin. Mais moi, ce qui m'a fait délirer, c'était Ganesha. Vous savez, le dieu Ganesha, il a un côté un peu Lovecraftien, donc il y avait quelque chose à faire avec ça. Mais je me rappelle plus honnêtement ce à quoi je pensais, hein. C'est il y a longtemps, hein. Puis comme on l'a pas fait, du coup, même déjà là, dans ce que j'ai vu, il y a des choses que je me rappelais pas. Voilà, non, En c'est tout pas cas, fait. moi, j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné. Ah bah moi aussi, ouais. Le temps se termine. Je ne sais pas s'il était prévu de faire des questions-réponses. Je cherche Guillaume. Je ne le vois. Il est là. Je ne sais pas, enfin, c'est pas obligatoire. Petite question du. Non, je sais pas, Oui. peut-être que vous Allez, avez des choses à... éventuellement. Je sais pas, Il nous reste 3 minutes. on a encore un peu de temps ensemble, hein. Alors, Moi, tiens, je vais faire le passage du micro. Moi. Tu le fais? je vais changer un peu de place parce que je vais m'asseoir là. Ouais, mais il faut prendre le micro quand même. Ah oui, je vais prendre le Parce que micro c'est quand pas moi même. qui vais répondre aux questions. Ah oui, oui, non, mais je vais me mettre là, comme ça on sera plus proche. Hop là. Ouh. Bah, du coup, déjà, merci pour tous ces jeux. J'y avais tous joué, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce qu'avec mes potes, on se faisait des marathons de jeux Lovecraftiens et aussi affiliés. Donc, on avait fait tout le Alone in the Dark, Prison of Life, et c'était vraiment des super souvenirs pendant mes études à Angoulême. Donc, déjà, top les jeux. Mais il y a un truc, c'est un petit détail. Dans le Alone in the Dark 1, l'intro m'avait pas mal scotché. Et en fait, quand le personnage, soit Carnby, soit le personnage féminin arrive, on voit une fenêtre et il y a une main. Et en fait, je me dis, le sorcier est dans les souterrains enracinés. Donc je me demandais, c'est une question un peu à la con, Non. c'est la main de qui? Non. En fait, c'est censé être la main du gars qui est en dessous et qui est prisonnier du truc. Le vrai machin, c'est qu'en fait, il fallait dans cette intro, comme elle est muette, un raccourci narratif visuel.
Et en fait, il y avait plusieurs solutions qui avaient été passées en revue. Et finalement, cette espèce de griffe qui tient les rideaux a été retenue parce qu'effectivement, ça montrait qu'à l'intérieur, il y avait un truc qui attendait et que c'était dangereux en fait. C'était pour indiquer aux joueurs que c'est comme dans Nosferatu, hein, passer le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre, c'est la même chose. C'est vraiment un procédé narratif de base, quoi. On n'a pas assez réfléchi au fait que effectivement le prisonnier de la cave peut difficilement être au premier étage en train de vous regarder et qu'on a après derrière aucun personnage qui nous permet de faire le lien entre cette main et les zombies, quoi. Les zombies n'ont pas de... Enfin, il n'y a pas de main, les zombies, en fait, c'est le seul ennemi qu'on ait jamais. Il est dupliqué quasiment à l'infini, parce que ça faisait gagner un temps fou en prod, et aussi en animation. Parce que c'est pas si facile que ça à animer. Les polygones avaient tendance à se rentrer les uns dans les autres. Ça créait des problèmes de collision avec les décors ou des problèmes de collision entre les personnages. La séquence du bal avec la danse macabre a été vraiment difficile à monter parce que ça se rentrait dedans. À un moment donné, on a l'impression d'être dans une partouze d'ossuaire, quoi. Et les polygones qui partaient dans tous les coins, ça jouissait dans tous les trucs, on comprenait plus rien. Et voilà, quoi. Mais c'est toujours pareil. Je me souviens que Jean-Marc Taureau est là, donc qui était Ouais. un des graphistes. Sur ce plan-là, en l'occurrence, qui est devenu iconique après, hein, parce qu'en fait on le retrouve dans chacun des jeux, m'avait dit que c'était aussi un petit hommage à Jacques Tourneur, à un film de Jacques Tourneur, parce qu'il y avait le même plan avec les mains comme Ouais, ça. ouais, Alors je ouais. ne sais plus le nom du film, C'est Voyage au bout de la peur. il y avait quelque chose aussi, un peu de la référence Bien cinématographique. sûr, c'est Voyage au bout de la peur. Vous connaissez? Avec Dan Andrews? Rendez-vous avec la peur. Rendez-vous avec la peur, Dan Oui, Andrews. oui, avec le Ouais, ouais, comédien, ouais, ouais. Dan Andrews et tout. Ouais, ouais, c'est génial. Avec le magicien, avec les gamins Bah, et il y a le tout, c'est même plan, super. en fait. Et il y a ça à un moment donné, Tourneur aime bien faire ça. Mais c'est vrai que c'est la main en elle-même qui va pas. Il aurait fallu arriver à trouver autre chose. Et c'est le problème en fait de la. Il faut sortir à Noël. Vous avez beau passer du temps sur quelque chose. La vérité vraie, c'est que vous ne pouvez pas avoir un regard qui soit clair là-dessus. Moi, quand je suis arrivé par exemple sur l'histoire du poulet, j'arrivais vraiment, et les mecs m'ont regardé comme si je disais un gros mot, quoi. Non, on le garde, etc., etc., alors que réellement, on aurait dû s'en débarrasser. Mais ils étaient tellement dedans qu'ils ne pouvaient pas. Et après, derrière, une fois qu'on est dedans, on ne peut plus. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ça qui est dommage. Je veux dire, en général, les producteurs ou les éditeurs, on les considère pas tellement formidablement bien, et souvent, c'est peut-être avec raison. Mais en vérité, on a quand même besoin d'avoir un regard extérieur sur le produit parce que ça permet en fait, quelquefois, d'enlever justement des scories comme ça. Là, le truc, c'était vraiment, fallait sortir. Il y a manqué, malgré le fait qu'on ait passé du temps dessus, hein, il y a manqué ce fait où, vous savez, c'est comme quand on rend un devoir. Les profs ont beau raconter qu'il faut relire, on laisse reposer, puis après on relit, on va le corriger, ça sera bien mieux. Finalement, personne ne le fait. Vous avez fini le machin, vous êtes tellement content d'avoir fini, que quoi qu'il en soit, vous le re-regardez, c'est tellement merveilleux que d'avoir fini le truc, que finalement, c'est bon, quoi, ça part. Et c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Quand les Américains font des films, ils les passent, et puis ils demandent au public, et puis on fait des retakes. Et puis finalement, on a le produit final. Alors peut-être qu'il sera mieux ou moins bien, j'en sais rien, mais il y a besoin de laisser reposer. Le jeu vidéo souffre beaucoup de ça, vous savez. La littérature, c'est pas pareil. On est moins forcé quand même. Par contre, c'est compliqué de se faire lire. Ouais. On peut pas être critique envers soi-même, c'est pas vrai. Oui, des fois j'écris des trucs, je me dis putain, mais t'es génial. Puis après je relis ça, je me dis mais c'est pas possible, quel con. Mais c'est vrai, hein. Mais des fois je suis vachement fier. Hein. Des érections cervicales, incroyable. Il n'y avait plus de cheveux. Bah, je me dis, enfin, juste pour faire ce que j'avais dit, mais ça peut être intéressant aussi parce que du coup c'est un accident. Mais si on prend la place d'un joueur, ça veut dire qu'il reste une entité qui reste dans la maison et un mystère qui subsiste à la fin du jeu. Ah, il aurait fallu faire une suite qui se passe aussi là, hein, c'est sûr.
Hein, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Une dernière question, peut-être une petite pause. On peut continuer à parler dehors, hein, c'est pas de problème. Hein. En restant sur le produit l'homme, il y a une chose qui m'est beaucoup restée du jeu, c'était le packaging. Parce que dans la boîte, il y avait un facsimilé de journal, Ouais, et même la protection anti-coquille. ouais bien. Un Hein. petit bouquin, Ouais. et je trouvais ça extraordinaire, et moi ça m'est beaucoup resté, je trouvais que ça me plongeait dans l'ambiance. Bien sûr. Je retrouvais dans ce journal Ouais, ouais. vraiment les bouquins de Lovecraft que Ouais, je lisais à ouais, l'époque, et tout ouais. ça, et le petit bouquin, pareil. Ouais, ouais. Le bouquin maudit, le bouquin Ouais, secret. complètement, ouais. Mais c'est voulu, hein. Vous savez, moi, le journal, je l'ai fait. Et le journal aussi de Prisoner et de Shadow, je les ai faits. C'était un grand plaisir de faire ça parce que c'est génial. Je retrouvais le fait d'écrire des articles. Et puis, ça permettait de mettre des trucs et des machins, de faire des clins d'œil à des gens, des fois. Même dans les bouquins de l'Aune, il y a un manuscrit. Puis dans les Aulnes, on trouve les écrits d'Hubertus Le Chauve. C'est moi. Je m'appelle Hubert. Et j'avais pas de cheveux déjà. Donc, si vous voulez, voilà quoi. Mais faire les journaux, oui, c'est génial. Je reste persuadé que ça plonge dans l'ambiance. On a besoin de ça. Les mecs sont dans leur piole, avec leur lit à côté, leur bouquin préféré, leur disque derrière qu'ils ont écouté 1000 fois, leur lampe à eux. Et si en plus il y a le canard, mais putain, t'es déjà dedans. C'est terrible. Ça y est, il y a une nana qui vient rentrer dans la chambre, elle va faire un truc, c'est formidable. Voilà, c'est génial. C'est génial. C'est un univers, un jeu vidéo. Vous voyez, c'est un univers. Moi, le truc qui a vraiment marqué, je vous jure que c'est vrai. Hein. La première fois que je suis allé en Californie, Infogrames avait ouvert une entité à Santa Monica. J'étais me balader dans la 3e le soir, et c'est génial, c'est ouvert partout. Et il y avait un truc qui s'appelle Maheim, je sais pas quoi. Ça regorgeait de BD, de figurines. Il y avait même des scripts de films originaux. J'ai acheté Scarface. J'arrive à la caisse. Et il y avait un jeune mec, californien, très décontracté et tout, mais gamin, hein, et qui mâchait son chewing-gum et jouait à un jeu vidéo sur son ordinateur. Je jure que c'est vrai. Hein. Je regarde, il joue à Alone. Putain, la vache, je suis en Californie la première fois de ma vie, j'achète un tas de saloperies, le mec qui m'encaisse, il joue à mon jeu, c'est génial. Alors je paye, et puis je lui dis, c'est bien ce jeu, il me dit, c'est génial. Alors je dis, bah, je suis content que vous me disiez ça parce que je l'ai écrit. Il me regarde, il dit, tu déconnes, toi, t'es pas un Américain, ça, c'est un jeu américain. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, je vous jure, un truc, j'ai compris quelque chose, ça devient son jeu. C'est plus le vôtre, c'est le sien. Notre but, c'est que les gens croient que c'est leur jeu. Ils se l'accaparent. C'est devenu à eux. Et ça peut être un jeu de chinois, un jeu d'allemand, un jeu de japonais, un jeu de coréen, c'est leur jeu. Et on avait réussi ça. On était une demi-douzaine. On a fait un sacré boulot. Honnêtement, il n'y aurait pas eu cette équipe-là, on n'aurait jamais réussi. J'ai eu une chance énorme, j'ai travaillé avec des gens formidables. Rénal est un génie. Je vous jure, pas un mec facile, un génie. Et Frédéric Chanfray est un... pareil. Je me rappelle, on discutait, il dessinait, mais c'était un... Je crois que j'ai vécu là les plus belles années de ma vie, mais vraiment, mais profondément. J'avais l'impression d'être à Hollywood et qu'on découvrait le parlant. Et que j'étais là. C'est formidable. Jamais j'aurais cru ça possible dans ma vie. Je n'étais pas préparé à ça. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'ai fait des cinémas comme exploitant, comme machin, comme distributeur, mais c'est pas très bandant quand même, vous voyez ce que je veux dire. Et puis journaliste pour des gratuits ou des trucs comme ça, c'est pas... Voilà quoi. Là, j'ai fait Alone, honnêtement, après je suis devenu prof, mais en grande partie grâce à ça. Mais t'as fait Alone, bah, tu vas donner des cours. Ah bon, ouais. C'est aucun rapport, hein. Je vous rassure, on va pas demander la bombe atomique, hein, parce que j'aurais dit non. Mais je vous jure, hein, c'est incroyable. Parce que ça a marqué les gens. C'est clair que on a réussi notre coup parce que les gens étaient touchés profondément, émotionnellement, dans quelque chose qui est vrai chez eux. Et jamais j'aurais pensé qu'on arriverait à un résultat pareil avec aussi peu de moyens finalement. Vous voyez ? C'est même pas la peine d'avoir des trucs très, très chers, des nids formidables. Il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Pourtant, si.
Mais je pense sincèrement que, individuellement, tous les gens qui ont travaillé à ce jeu-là sont des gens très bien. Mais je pense qu'on a réussi quelque chose, on a fait les Beatles. Il s'est créé une dynamique de groupe. Et en fait, le talent, la somme totale du talent est bien supérieure à la somme des talents individuels qui ont été mis là-dedans. Il y a un coefficient multiplicateur qui est venu là à un moment donné. Vous voyez ? Quelque part, il y a le doigt de je sais pas quoi qui est venu là-dessus et qui a appuyé sur la touche plus. Et c'est devenu autre chose. Peut-être même pas grâce à nous. Non, mais pas consciemment. Non, mais je crois, hein, je ne dis pas ça par fausse modestie du tout, du tout. Si j'avais des choses... C'est la chose la plus facile que j'ai jamais faite de ma vie. Je ne revenais pas qu'ils aiment ça. Ils disaient, mais il me charrie quand même. Non, non. Et honnêtement, ils disaient, mais continue. Alors ouais, bah, je continue. Mais ils m'ont donné confiance. Et moi, en même temps, quand je voyais les trucs, je me disais, oh, putain, mais c'est génial ça. Ah bon, tu trouves? Bah putain, mais c'est incroyable. La première fois que j'ai vu le fusil à pompe et j'ai entendu le son, je me dis, mais c'est ce que j'avais voulu faire. Bah, pourtant, je suis pas gamer. Entendre toute ma vie. L'impression d'être dans Sam Peckinpah, en train de prendre le son de l'Ordre sauvage. Putain, la vache. Oh, c'est impressionnant. C'est génial. Enfin, jamais plus je vivrai ça, c'est sûr. Enfin, si, ce soir. Quel faillot. Non, non, c'est moi. C'est moi, c'est lui.